Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Sud Besançon et c'est Magali de l'émission Autour du handicap qui vous parle. Alors aujourd'hui, je m'occupe de parler de la schizophrénie. C'est un sujet très dur et puis je trouve que le regard des gens est dur aussi et ça n'a pas tellement évolué par rapport à dans le temps. Enfin, c'est resté très en retard, je pense, la mentalité là-dessus, le regard. Et je voulais faire avancer ça. Donc c'est pour ça que je voulais éclairer cette maladie aujourd'hui. Donc je vais avoir des témoignages. Je vais en avoir un texte que je vais lire. Et puis je vais avoir des témoignages de personnes au téléphone. Voilà, donc quelques informations sur la schizophrénie. Alors le diagnostic c'est souvent dans 80% des cas entre 18 et 24 ans. Hein, au moment où le cerveau est mature en fait. C'est parfois aussi sur les enfants. Alors c'est des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, en fait les cinq sens, même le toucher, voilà, les cinq sens sont atteints. Il y a des délires, c'est pas du tout une double personnalité comme beaucoup le croient. Et c'est environ 500 000 personnes en France à peu près. C'est trois catégories de schizophrénie. Donc il y a le symptôme positif, c'est hallucination, donc les plus connues auditives hein, ou visuelles. Il y a les délires, voilà. Et il y a le symptôme négatif. Donc ça, c'est moins d'interaction sociale, moins de motivation, un peu de déprime, tout ça, enfin pas mal même. Et il y a le symptôme désorganisation, donc c'est de la perte de cohérence de la pensée. Voilà, il y a plusieurs symptômes de schizophrénie et puis c'est pour ça que le traitement parfois aussi est dur à trouver. Donc il y a des traitements médicamenteux avec beaucoup de molécules différentes et ben écoutez, chacun essaye de trouver sa molécule, chacun prend du temps pour ça, souvent c'est des mois, des années, voilà. Il y a eu des découvertes qui vont, j'espère, dans le futur avancer. Là, on parle d'ondes magnétiques, donc c'est tout nouveau. Hein, c'est des ondes qui se mettent sur ils mettent en fait des espèces de d'aimants, je crois, sur le cerveau et puis ça répare un petit peu. En fait, c'est très compliqué, c'est encore tout nouveau. Voilà. Je vais lire le texte d'une personne qui m'a envoyé son témoignage par texte parce qu'elle n'était pas tellement à l'aise à l'oral, elle n'avait pas tellement envie d'être à l'oral, donc voilà. Alors je lis son texte. Alors, donc c'est Vanessa. Donc, mon petit frère Michael était schizophrène. Nous avions 2 ans et demi d'écart. Nous avions eu une enfance assez malheureuse. Nous étions fusionnels. On ne se serait jamais lâché. Tout a commencé en 2007. Mon petit frère a entamé une descente aux enfers. Il a commencé à boire de l'alcool et à se droguer. Il avait souvent des excès de violence dans ces moments-là. Il cassait des vitres, se cognait violemment la tête contre les murs pendant de longues minutes, menaçait mes parents ou mon autre frère. J'étais déjà partie du domicile familial pour faire ma vie. On ne savait pas à ce moment-là qu'il s'agissait de crises psychotiques. Mes parents s'étaient toujours trop reposés sur nous, et ça continuait. Nous avions de lourdes responsabilités, depuis l'enfance. Et dans ces moments-là, mes parents m'appelaient. Je les rejoignais à l'hôpital et Michael pouvait être très dangereux, surtout envers lui-même. Je l'ai fait hospitaliser 3 fois à contre-cœur. C'était pour le protéger et Michael ne m'en a jamais voulu. Ici, nous sommes dans le 22, en Bretagne. La prise en charge des patients schizophrènes est vraiment déplorable, même si les soignants font leur maximum. Michael était hospitalisé en HP, donc c'est hôpital psychiatrique, mais aucun diagnostic n'était réellement posé. Personne ne nous informait réellement. Mon frère était hébergé chez mon père ou mon plus jeune frère entre les hospitalisations, mais notre père décéda en 2014. Michael se trouvait dans le même studio. Notre père était très malade. Cela lui cause un traumatisme de plus et une lourde culpabilité, alors qu'il n'y était pour rien. En 2015, lors d'un séjour en HP dans le 29, le diagnostic a enfin été posé. Mon frère est schizophrène. Un traitement médicamenteux avait été mis en place, mais mon frère n'est pas resté dans cet HP et est revenu sur Saint-Brieuc.
Hélas, ne prenait pas régulièrement son traitement. Il avait des hallucinations auditives de plus en plus fréquentes. Il continuait à s'alcooliser et se droguer. En 2016, il frappe à ma porte en pleine nuit. Il s'est tailladé les joues avec des tessons de bouteilles. Je le conduis aux urgences et retour en HP encore une fois. L'HP, comprenant enfin que mon frère ne prenait pas régulièrement son traitement, décide de lui faire des injections mensuelles. Le hic, c'est que mon frère n'allait pas au rendez-vous mensuel pour ses injections, sauf quand il n'en pouvait plus. L'HP était au courant, pourtant rien ne bougeait. Michael ne faisait plus ses papiers. Après avoir insisté auprès de Michael, mais doucement, pour qu'il soit mis sous curatelle pour l'aider à faire ses papiers et les démarches, mais aussi pour le protéger des sorties d'hospitalisation trop rapides, c'est-à-dire que l'HP le faisait sortir d'hospi pour faire de la place alors que Michael ne se sentait pas assez solide. Il avait accepté en 2017. Aussi, il a enfin une place pour l'hôpital de jour et une infirmière à domicile pour les injections mensuelles d'Aldol et le traitement. Tout ça sur son initiative. En 2018, il obtient son studio. Il est heureux, il va en hôpital de jour, tout roule. Il a toujours besoin d'hospitalisation de temps à autre. Quand il n'en pouvait plus, j'appelais l'HP et tout se mettait en place. Je demandais toujours l'accord de mon frère, je contactais aussi sa curatrice quand Michael n'allait pas bien du tout, pour l'avertir aussi quand il était hospitalisé. J'étais son contact référent. Lui et moi, on se faisait entièrement confiance. À chaque fois qu'il voulait aller aux urgences, il frappait chez moi en pleine nuit. J'habite à côté de l'hôpital et je l'y accompagnais. Michael m'appelait tous les jours plusieurs fois et aussi la nuit quand il était angoissé. Nous avions besoin l'un de l'autre. En 2019, mon petit frère commence à faire des malaises en pleine rue. On m'appelle pour venir, ce que je fais avec inquiétude à chaque fois. Comme il s'alcoolisait, les médecins des urgences ne cherchaient pas les causes de ces malaises, qui étaient pourtant très fréquents et dangereux, car il se blessait souvent à la tête. Ça m'inquiétait beaucoup, surtout quand il vivait seul, même si l'infirmière à domicile passait tous les jours. Je le sentais mal depuis plusieurs mois. J'en avais parlé à ma mère, à notre plus jeune frère, à l'HP. Je leur ai dit que cela finirait mal. Le 9 février 2020, l'infirmière à domicile m'appelle car Michael ne répond pas. J'avais eu Michael la veille au téléphone. Mon plus jeune frère et moi nous déplaçons à domicile de notre frère. Il ne répond toujours pas. Nous appelons les pompiers qui nous annoncent après avoir cassé la fenêtre pour rentrer dans le studio que mon petit frère est décédé. Mon monde s'effondre sous mes pieds, mais je ne me ressaisis car je sais qu'il va falloir organiser les obsèques et le reste. Mon plus jeune frère m'a aidé, ma mère non, car elle n'acceptait pas la maladie de Michael et ne voulait pas s'en charger comme elle avait fait pour notre père. Je contacte aussi le médecin qui a constaté le décès pour avoir plus de précision car le soir même elle m'avait juste parlé d'arrêt cardiaque. Elle m'a dit que les psychotropes fatiguaient énormément le cœur. Les malaises devaient peut-être provenir de là. Il avait des injections d'Aldol depuis 5 ans sans aucun suivi cardiaque. Le jour des obsèques, je réalise que j'ai perdu mon petit frère, mon âme jumelle. J'ai envie de crier, d'hurler. J'étais tellement dans les préparations des obsèques dans le but de lui rendre le plus bel hommage qui soit. Mon frère est décédé à l'âge de 34 ans, seul. Notre propre famille l'excluait. Surtout notre mère. Je l'avais accepté avec sa maladie. On avait gagné une complicité encore plus belle et un lien encore plus fort. Il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et j'ai du mal à vivre sans lui. On se comprenait même sans se parler. Mon frère était intelligent, il lisait énormément, il avait beaucoup de culture, il était empathique. Les soignants de l'HP étaient présents à son enterrement. J'ai créé une pétition en 2017 pour qu'il y ait une amélioration de la prise en charge des personnes schizophrènes. Michael était au courant. Aussi, il avait participé au projet d'exposition de portraits pour déstigmatiser les maladies psychiques. C'est devenu notre combat et je continuerai pour mon ange. Si mon témoignage peut vous aider, je n'ai jamais participé à une formation, j'ai appris avec le temps et mon cœur de grande sœur. Car avoir un frère ou une sœur souffrant de troubles psychotiques peut également représenter une expérience qui confronte à la différence, à la vulnérabilité pour inciter à une plus grande tolérance. Et selon Antoine de Saint-Exupéry, une telle traversée rend plus fort. Si tu es différent de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, donc ce joli témoignage, j'espère, va faire avancer aussi les choses. Et puis, tout au long de l'émission, je vais avoir différents témoignages. Voilà, j'espère que cette émission va plaire à beaucoup de monde et puis qui va changer surtout le regard. Voilà, on va passer à une musique et puis on va continuer.
Je me réveille avec la lumière et un ces voix qui me disent quoi faire. J'aimerais bien pouvoir les faire taire. Les sons de cette maladie héréditaire, elle s'est installée pendant ma puberté, massacrer mes rêves, voulant que ma vie s'achève. Les voix résonnent dans mon crâne. Leur chanson part de mon âme. On me désigne comme meurtrier, info à plusieurs personnalités, mais j'ai plus de chances d'être maltraité que toute la population en entier. La schizophrénie peut parfois être guérie. Il y a des traitements, plusieurs médicaments. Les voix résonnent dans mon crâne. Leur chanson part de mon âme. Que jour elle me répète la même chanson. Elle me rabaisse, me délivre à l'unisson. Détruis en moi toute ma concentration. J'en peur de mes hallucinations. Tout mon élite comme vapeur de contagion. Les voix résonnent dans mon crâne. Leur chanson part de mon âme. Je me réveille avec la lumière et un ces voix qui me disent quoi faire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Sud Besançon, c'est Magali de l'émission Autour du handicap qui vous parle et on est avec une personne souffrante de schizophrénie, donc je sais plus son prénom. Bonjour. Bonjour. Alors, Oui. votre prénom. Dites voir votre prénom. Alors, mon prénom, c'est Raïssa. Voilà, j'avais peur de l'écorcher. Enchantée. Magali. Oui. Donc, vous venez d'où? Donc, je viens de Seine-Saint-Denis. Et puis, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Voilà, pour un petit peu voir, suivant les autres personnes, les âges, tout ça, des fois c'est intéressant par rapport à cette maladie-là. Alors, donc, vous souffrez de schizophrénie. Alors, quelle sorte de schizophrénie? Moi, je souffre juste d'une schizophrénie. J'entends des voix D'accord, donc auditive. auditives. D'accord, depuis quel âge alors? Ça va faire depuis que j'ai 28 ans. Oui, c'est ça, 28 ans. D'accord. Et puis, ça se produit comment alors? Vous entendez des voix de votre voix, des voix de quelqu'un d'autre? Comment que ça se passe pour les gens qui connaissent pas du tout? Mais j'entends les voix de quelqu'un d'autre qui me parle tous les jours pendant des heures et des heures dans ma tête et qui m'empêche de pouvoir parfois entendre les autres. D'accord. Et puis, vous savez bien que c'est juste des voix et puis que c'est pas réel. Donc, comme vous arrivez quand même à... Oui, je fais la différence au niveau de la réalité. Hein. D'accord. Parce que ces voix prennent une place dans ma vie qui est vraiment importante et qui m'empêche de pouvoir avoir mon autonomie et ma liberté d'action et d'être. C'est-à-dire qu'à cause de ces voix, je ne peux pas mener à bien ma vie comme avant, c'est-à-dire quand je ne les entendais pas. C'est-à-dire que ces voix m'empêchent de pouvoir être rationnelle en toutes circonstances. Et c'est là où est le danger des voix.
D'accord. Et puis vous arrivez quand même à avoir une vie sociale ou c'est compliqué aussi par rapport à ça? Vous m'avez dit? Une vie sociale. Oui, Vous j'ai a- une vie sociale. Je parle avec des personnes par le biais de mon téléphone. J'ai beaucoup de personnes avec qui je suis en interaction et qui m'aident par rapport à ma maladie. D'accord. Mais je voulais dire avoir un petit copain, des amis pour sortir, tout ça. Non, j'ai plus de petits copains malheureusement. À cause de ma maladie, je me suis séparée du père de mon fils. Et Hmm. depuis, je n'ai pas eu d'ouverture amoureuse. Ça va D'a- faire déjà presque bientôt 8 mois. D'accord. Donc oui, c'est compliqué, ça abîme tout quoi hein, autour de vous, hein, cette maladie. Et puis comment ça a été diagnostiqué? Comment par rapport aux voix, ils ont trouvé que c'était la schizophrénie. Oui, c'est parce que j'ai fait 3 tentatives de suicide. Hmm. J'ai fait 3 tentatives de suicide Oui. et suite à mes tentatives de suicide, j'ai été internée de force dans un hôpital psychiatrique et c'est là qu'ils ont commencé à diagnostiquer chez moi une schizophrénie. Mais c'est un peu plus tard au CMP, quand j'ai rencontré les intervenants qui m'ont dit clairement que j'étais schizophrène, que j'avais plutôt le psychiatre a dit que j'avais une forme de schizophrénie. D'accord. Parce que je sais qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie. Alors, ils vous ont pas dit laquelle c'était. Non, il m'a pas vraiment précisé, mais je pense que c'est une schizophrénie auditive parce que c'est les voix que j'entends. Mhm. Oui, mais normalement, il peut y avoir la schizophrénie affective, la schizophrénie négative, la schizophrénie positive, je crois. Il y a plusieurs formes. Mais bon, après, l'important, c'est que vous sachiez déjà que c'est de la schizophrénie. Et puis, donc, vous avez un traitement alors? Oui, je prends un traitement qui est lourd, un Mhm. peu. Oui? Je prends du Loxapac et j'ai une injection tous les mois de Palpidérone. D'accord. Ok. Et puis, pourquoi vous dites qu'il est lourd? Il a des effets secondaires, ou? J'ai des tremblements parfois dans les membres de mon corps et je suis j'ai des difficultés à penser, à être créative. En fait, les médicaments de la psychiatrie vous rendent petit à petit comme un légume, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de raisonner comme vous raisonniez quand vous n'appreniez pas de médicaments. Vous avez des difficultés à comprendre les choses ou à créer des choses ou à imaginer, visualiser les choses. Mhm. Depuis que j'ai entamé le cycle de la schizophrénie. Oui, oui. Et puis, donc, vous avez quand même de l'espoir pour plus tard avec ce traitement, quand même, ça vous aide ou... J'entends de moins en moins les voix. Au début, je ne pouvais pas avoir une pensée sans entendre les voix. C'est ça qui était vraiment le plus désagréable. Et c'était des voix qui me poussaient au suicide et qui me poussaient aussi qui me dénigraient sans cesse. C'est toujours des voix comme ça qui viennent dans ma tête. Comme par exemple, Raïssa, tu es très conne. Ou Raïssa, tu n'as pas de, tu, tu n'es pas une fille bien, ou des choses comme ça que j'entends dans ma tête le matin et le soir. Et c'est surtout ça qui est désagréable parce que pour évoluer, après, j'ai plus rien au niveau de ma personnalité qui m'aide à évoluer et à trouver ma place, à me construire une personnalité et tout ça. Je ne peux plus faire tout ça parce que les voix m'empêchent tout le temps de pouvoir prendre soin de moi et de ma santé. Donc, quand on est schizophrène, c'est vraiment le traitement qui agit en douceur pendant que nous, on essaye de lutter par rapport aux voix. Oui, d'accord. Et puis, par rapport à l'entourage, tout ça, le regard des autres, comment que ça se passe? J'ai remarqué que depuis que j'étais schizophrène, les gens ont pris des distances avec moi par rapport à la maladie. Parce que dès que ce diagnostic il est tombé, c'est comme si ma crédibilité et ce que je pouvais dire aux autres était en train d'être remise en cause. Et Oui. c'est surtout ça que je trouve navrant, parce que c'est pas parce que tu es schizophrène que tu ne peux pas comprendre les choses, comme quand tu avais toute ta tête et toutes tes facultés mentales. C'est surtout ça qui est le plus navrant pour nous, les schizophrènes. Hmm. Oui, parce que Euh, les gens connaissent pas vraiment aussi la maladie. Parce qu'on entend les voix, mais on sait distinguer aussi des voix, les voix de notre propre entendement. Oui, oui, C'est oui. ça. Le seul problème, c'est que comme quand j'ai fait une tentative de suicide, j'arrivais pas à distinguer les voix de mon propre entendement. Pour moi, c'était
elle qui voulait que je me tue et j'avais pas le choix. C'était comme si on avait fusionné au niveau de l'entendement. Alors que il y a des fois, je peux très bien faire la distinction entre ce que les voix me disent et ce que j'entends. D'accord. Et puis alors, là, le fait de faire cette émission-là, moi je pense que, enfin, moi ce que je recherche en tout cas, c'est de faire évoluer les regards sur les schizophrènes et que les gens essayent un petit peu plus de les comprendre au lieu de... Parce que c'est méchant quand même des fois ce qu'on entend, hein. La schizophrénie, voilà, on se dit les gens sont fous, alors que c'est juste une maladie mentale en fait. C'est une maladie mentale où on voit désormais des hallucinations, parce que j'ai eu des hallucinations, je voyais des monstres, où je voyais des êtres étranges autour de moi. Ça déforme tout ton cerveau, ça te rend bizarre. Ça te rend vraiment bizarre. Après, tu as peur de tout le monde, tu as peur de tout, tu t'isoles socialement. Au début, c'est ça qui s'est passé pour moi. Et après, petit à petit, avec les médicaments, quand j'ai repris pied avec la réalité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de menace à l'extérieur et que les gens étaient toujours bons comme avant, que personne n'allait m'attaquer ou me faire du mal. Alors que pendant que la maladie a commencé au départ, c'est ce que j'avais peur. Donc, il y a vraiment un côté dans la maladie où il faut faire attention. Mais il y a, avec des bons soins et des bonnes paroles, on peut réussir à revenir à la réalité. Si on est entouré par les bonnes personnes autour de nous, on peut réussir à ne pas perdre pied à cause de la maladie. Oui. Avec la réalité. Oui, on peut. C'est plus facile à plusieurs quand même, et puis à être bien entouré, ça je pense aussi. Oui. Ceux qui ont la chance d'être bien entourés auront plus de facilité à s'en sortir, ça c'est sûr. C'est surtout ça. D'accord. Eh bien, écoutez. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse m'aider par rapport aux voix. Si quelqu'un avait des techniques ou des choses pour m'aider par rapport aux voix, moi je lui en serais vraiment reconnaissante. Eh ben justement, je vais dans l'émission, quand elle sera finie, vous écouterez, je vais interviewer Florent Babillotte, c'est un schizophrène qui est devenu coach en schizophrénie. Il a écrit des livres, tout ça, donc à la limite, vous pourriez prendre contact avec lui pour qu'il vous aide. D'accord. Hein, vous écouterez comme il faut l'émission, puis en attendant, vous pouvez aller sur YouTube, vous mettez Florent Babillotte et puis vous le trouverez. Voilà. Florent Babillotte. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt alors. Voilà. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. This is a blind formatted diskette. This is a blind formatted diskette. This is a blind formatted diskette. The blind formatted diskette. This is a blind formatted diskette. This is a blind formatted diskette. Si Dieu nous fait à son image, si c'était sa volonté, il aurait dû prendre
On est à nouveau sur Radio Sud Besançon, c'est Magali de l'émission Autour du handicap qui vous parle. Et là, on va parler avec Agnès, qui est atteinte aussi de schizophrénie. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, donc Agnès, vous avez quel âge? Donc j'ai 31 ans. 31 ans. Et vous êtes atteinte de schizophrénie aussi? Voilà, depuis 2013, donc à l'âge de 24 ans, sachant qu'avant 24 ans, je fonctionnais tout à fait normalement. D'accord. Voilà. Et puis, comment vous en êtes aperçu alors? C'est assez simple. J'ai commencé à avoir des hallucinations auditives, visuelles et olfactives. Et après, un délire s'est mis en place que j'ai quand même beaucoup intériorisé, mais on va dire que j'étais totalement perturbée. Donc je suis allée consulter un psychiatre en cabinet privé, en cabinet quoi, et j'ai eu un traitement et tout s'est résorbé avec le traitement qui régule le cerveau. Comme c'est une maladie du cerveau, il y a des modifications à l'intérieur du cerveau qui fait qu'il ne fonctionne pas normalement. Donc les médicaments régulent le problème et donc il n'y a plus de symptômes. Et on est handicapé juste parce qu'on a une sorte d'effet secondaire des médicaments qui est une fatigabilité. Donc c'est surtout ça. Est-ce que c'est reconnu par la MDPH, tout ça? Voilà, c'est reconnu, tout à fait. Généralement, on est dans la tranche des 50-79% d'handicap dans la fourchette. D'accord. Et certains, par contre, sont vraiment beaucoup plus affectés et sont au-dessus de 80% quand même. D'accord, ok. Voilà, mais c'est pas tout le monde. Généralement, on est dans la fourchette quand même, on peut travailler, on est tout à fait dans la société, tout ça, quoi. D'accord. Ouais. Et puis, donc vous avez une vie de famille, des enfants Alors non, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de chéri, mais voilà, on verra bien par la suite ce que la vie m'offre, mais non, pour l'instant, non, j'ai juste mon appartement, je travaille, voilà. D'accord. Vous travaillez dans quel domaine Alors, je suis secrétaire accueil. D'accord. Voilà. Et puis, dans votre vie sociale, la maladie ne vous embête pas pour le moment, alors? Non, je suis totalement... Non, ça va, c'est vrai que j'ai eu de l'anxiété à un moment sociale, mais ça s'est résorbé avec une thérapie. Et non, j'ai des amis, je fonctionne tout à fait normalement, oui. D'accord. Et vos amis savent votre maladie? Pas tous, effectivement, mais les amis proches, oui, le savent, oui. D'accord. Et puis, ça se passe bien, ils comprennent? Oui, il n'y a pas de problème. J'ai les mots aussi qui font que ça passe. Il y a pas de... Bon, il y a des préjugés comme dans toutes les maladies, mais il suffit juste de voir que comme ils me connaissent sans l'étiquette au début de la schizophrénie, j'ai pas changé, donc il n'y a pas eu de problème. D'accord. Voilà. Parce que moi, je voulais faire évoluer le regard des autres, surtout en faisant cette émission-là. Voilà. Même nous, au début, dans le parcours de soins, on se dit non, on n'est pas schizophrène parce qu'on imagine le fou, voilà, ouais. la personne dans sa bulle ou quelque chose de négatif, on peut le dire. C'est qu'on se dit non, on n'est pas schizophrène, puis après on a le diagnostic et on se dit bon en fait on voit la réalité de la maladie qui n'est pas du tout les préjugés qu'on a dessus, quoi. Voilà. Donc, parce qu'il y a des maladies, dès que ça touche le cerveau, je trouve les maladies mentales sont très mal vues. Par contre, quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, la sclérose en plaques ou autre chose, enfin c'est une maladie difficile, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de mauvais regard dessus. Et puis là, quand ça touche le cerveau vraiment, ça y est. Parce que les gens imaginent que c'est psychologique et non psychiatrique, et c'est tout à fait différent. Le psychiatre est un médecin du cerveau, que le psychologue, lui, il va faire une thérapie, écouter, etc. Et si c'était psychologique, on en guérirait, enfin, ce serait pas du tout, c'est pas une maladie du cerveau, quoi. Et quand on voit l'aspect psychologique, en fait, on se trompe d'image de ce qu'est la maladie mentale. Oui, puis quand les gens connaissent pas, ils ont vite fait aussi. S'il n'y a personne dans leurs proches, voilà. Donc, je trouve qu'il y a encore trop de tabous, c'est beaucoup en retard sur ça, et puis c'est bien d'éclairer un petit peu cette maladie-là, pour montrer pour montrer que ça peut toucher n'importe quelle classe sociale aussi, parce qu'on s'imagine aussi, là, une classe très pauvre, enfin voilà. Alors que vous voyez, vous êtes secrétaire, vous parlez très bien quand on vous entend, vous avez une bonne élocution. Voilà. C'est assez. Les gens voient un schizophrène comme je sais pas moi. Enfin, c'est mal vu. Donc c'est très dommage. C'est mal vu, et on imagine aussi souvent la personne qui se
se prendre pour Jésus-Christ. Voilà aussi, oui, oui, c'est Ça vrai. existe, c'est vrai, mais souvent ces gens-là qu'on voit à la télé, par exemple, souvent la télé montre les hôpitaux psychiatriques, mais ils vont montrer toujours en fait des UMD, ce qui sont des institutions quoi, privées. C'est pas un hôpital psychiatrique en fait, c'est particulier, c'est une institution. Les personnes sont trop malades et généralement elles restent dans le circuit. Voilà, Elles oui. sont pas insérées quoi. Donc oui, on va imaginer ça. C'est dommage parce que c'est colporté par les médias en fait. Ah ben, Donc, comme beaucoup de choses, oui. oui, voilà. Et puis alors, donc, comment? C'est des hallucinations olfactives. Les gens ne Oui. connaissent pas tellement, donc c'est des odeurs que vous sentez. Voilà, c'est dans les odeurs. Bon, je n'en ai plus depuis que je suis stabilisée, mais avant j'avais des fois le vomi. Je pouvais être au supermarché et puis d'un coup je sentais du vomi. Mais bien Ouais. sûr, ça n'existait pas. C'était moi, mon cerveau, mon nez, tout ça. Et sinon, j'ai quand même eu des trucs plutôt plus sympas. J'ai eu des odeurs de pivoine, des trucs, des fleurs. Oui, oui. Et puis alors, vous savez que c'est dû à votre maladie ou alors vous n'arrivez pas Oui, à oui, faire... ben, oui. quand on l'a, oui, parce que au supermarché, ça sent pas le vomi, à moins qu'il y ait vraiment eu un problème, voilà, mais Ouais. si vous voyez rien, c'est que vous savez que c'est dans votre tête, en fait. Donc, Ah, ouais. oui, on se rend compte. Pareil, visuellement, j'avais eu un lutin. Ah oui. Bon, bah, tout le monde sait qu'un lutin n'existe pas, donc on est devant, on est plutôt effrayé parce que notre cerveau fait vraiment des trucs, voilà, assez importants, mais on se dit mon Dieu, quoi. Mais c'est tout, quoi. Enfin, on n'y croit pas, quoi. Et puis, mais c'est vrai que j'avais vu vos vidéos sur YouTube. Vous avez une chaîne YouTube où vous parlez un petit Oui. peu de ça. Donc, ça s'appelle comment votre chaîne YouTube? Alors c'est Agnès tout simplement, mais c'est vrai qu'on va pas forcément me retrouver si on tape Agnès sur YouTube. Il faut taper Agnès schizophrénie et puis généralement les gens vont tomber sur moi. Voilà, j'avais vu Voilà. ça, vous parliez du lutin. Et puis, et puis des hallucinations auditives, vous avez eu quoi alors comme, J'ai eu des voix, donc les voix, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des voix masculines, des voix féminines, et il y avait autant positif que négatif. Donc il y avait des choses qui me rassuraient, genre mais non, mais tu n'es pas folle, parce que la folie, on peut être folle de quelqu'un, folle de quoi, enfin on sait pas. J'avais des voix comme ça positives qui me rassuraient, puis j'avais sinon tout ce qui est insultes, menaces de mort. C'est comme si on avait un pervers narcissique dans la tête en fait. Voilà, Ah oui, qui d'accord. parle. Voilà. Oui, ça doit être assez. Il faut avoir une sacrée force de caractère justement pour continuer à fonctionner avec tout ça, oui. Et puis donc là, maintenant, c'est stabilisé ou vous continuez Oui, encore? oui, non, je n'en ai plus. J'ai une hallucination qui reste tous les 6 mois. Parce que, bah voilà, mais sinon mon cerveau est régulé à part les médicaments et j'ai plus de symptômes, non. D'accord. Parce On que peut vous dire avez une fois tous les trouvé, 6 mois. vous avez trouvé le bon traitement, quoi, en fait. C'est ça, Oui, c'est voilà, tout. j'ai eu 2 molécules et puis la deuxième molécule a fonctionné, le Zyprexa, le médicament. Et depuis, c'est totalement, c'est la molécule qui a fonctionné pour moi, en fait. Voilà. D'accord. Et puis donc, ça fait combien de temps à peu près que vous avez trouvé le bon traitement? 2016. Oui, donc ça fait quand même 4 ans, ça va, oui. Oui, Ok. oui, c'est pas mal. Ouais. Et puis, donc, là, pour le futur, vous voyez, vous avez bon espoir pour vous, avec le traitement qui va continuer comme ça va, vous arrivez à être positive et tout, quoi. Ah oui, j'ai juste les effets secondaires, donc être un peu plus fatiguée que quelqu'un de normal, mais ça m'empêche pas de faire des choses, voilà, on prend un peu plus sur nous, quoi. Donc ça existe dans beaucoup d'handicaps, pas que la schizophrénie, cette fatigabilité. Donc c'est devenu quelque chose de normal, donc voilà. D'accord. Ça m'empêche pas de faire ma vie, ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui se découvrent cette maladie et puis qui savent plus où ils en sont, quoi, qui voudraient de l'aide? Ne pas aller dans le parcours de soins, donc voir un psychiatre, voir peut-être un psychologue, ça peut être pas mal aussi au début, sachant que dans les CMP, les centres médico-psychologiques, c'est gratuit. Il n'y a pas de... Voilà, parce que les psychologues sont pas remboursés, qu'en CMP, c'est gratuit. Sinon, moi, je suis admin d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Schizophrénie Groupe de Soutien. Oui. On est dans un groupe fermé, donc ce n'est pas public. Les gens ne... Par exemple, si vous allez dans ce groupe, vous ne pouvez pas... vos amis ne peuvent pas savoir que vous êtes dans ce groupe. Oui, Et on on peut pas permet voir. une écoute sans jugement et puis voilà, accompagner un petit peu dans le parcours, donner des conseils, tout ça. C'est une fenêtre d'écoute en fait, sur Facebook. D'accord.
Et puis qui Voilà. garde espoir parce que le traitement Oui, va être trouvé, enfin par rapport à chaque personne, il faut juste ajuster, trouver le bon traitement et puis après la vie voilà. redevient normale quoi. Et oui, ça redevient tout à fait serein, quoi. La sérénité, voilà. D'accord. Mais il y a un parcours, oui, un petit peu long au début dans le soin. On a les effets secondaires, on a encore la maladie, puis après ça se stabilise, etc. Donc oui, Et puis après la pluie, le beau temps, on dit. voilà, Il faut oui, passer par oui, là pour qu'après ça aille mieux quoi. Puis voilà. Mm, oui, voilà, il y a le facteur temps, ouais. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, Oui, ma foi, j'espère que tout ce que vous avez dit aidera beaucoup de personnes et puis aidera aussi le regard à évoluer autour de ça. Voilà. bah, merci beaucoup à vous. À bientôt. À Au bientôt, au revoir. revoir. Bras de bois, des clés aux doigts, des cordes tendants. Agitez-nous, agitez-moi, fais l'arpège, sature le son. Qui de nous deux inspire l'autre? Oui, je joue un sixièmement à la forme de tes hanches. Ventre à ventre, élégante compagne. Qui de nous deux inspire l'autre? Qui de nous deux inspire l'autre? Qu'est-ce parfois pleine de doutes, je te griffe de la serre. Des amples chavires, souvent j'ai voulu te prendre à tes cordes, t'oublier. Aux objets trouvés, qui de nous deux inspire l'autre? Et qui de nous deux inspire l'autre? Je t'appréhende, je te garde, je te pose à mon cou. Issu à ma voix, inspire-moi, enveloppe-nous, laisse-moi. Mais qui de nous deux inspire l'autre? Qui de nous deux inspire Stridence magnifique aux instants oniriques. Membre fictif, acoustique, féline électrique ami. Ah oui, qui de nous deux respire l'autre? Mais qui de nous deux inspire l'autre? Qui de nous Nous voilà à nouveau sur l'émission Autour du handicap avec Magali qui vous parle sur Radio Sud Besançon. Alors là, on est avec Jules qui est atteint aussi de schizophrénie. Donc bonjour Jules. Bonjour. Voilà, donc vous êtes atteint aussi de schizophrénie. Quelle sorte de schizophrénie vous avez? Alors moi, c'est une sorte un petit peu particulière.
C'est-à-dire que c'est un mélange en fait de symptômes de schizophrénie avec des troubles de l'humeur. D'accord. Et puis donc, quand vous avez quel âge là? Alors j'ai 31 ans, Oui. j'habite dans les Vosges et je suis sans emploi pour l'instant. Et puis vous avez su à quel âge à peu près que vous aviez cette maladie? Alors, ça a été fait très tardivement, alors que c'est souvent le cas dans le cadre de schizophrénie. Le diagnostic met souvent très très longtemps à arriver. Puisque moi, dans mon cas, ça s'est présenté de la manière suivante. En fait, dans la schizophrénie, il y a plusieurs formes d'entrée dans la maladie. Soit il y a une forme d'entrée qui est brutale, donc on fait vraiment une grosse crise psychotique avec hallucinations, totale déconnexion de la réalité, etc. Soit c'est beaucoup plus insidieux et ça s'installe d'une manière progressive. Pour moi, ça a été ça. Ça a été très progressif, c'est-à-dire que pendant de longues années, j'ai été dans une sorte de dépression. Alors, ce qu'on a attribué à l'époque à une dépression, mais qui en fait étaient les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc, les symptômes négatifs, c'est vraiment du mal à faire les choses, du mal à se concentrer, du mal à entreprendre des actions, un manque de plaisir, des choses comme ça. Et tout ça, ça a duré 4-5 ans avant que se déclenche le premier épisode psychotique à proprement parler. D'accord. Et puis donc ce premier épisode se caractérise par quoi alors? Des hallucinations? Ça a été quoi? Alors, moi, je fais partie des à peu près 30% de schizophrènes qui n'ont pas d'hallucinations. J'en ai eu quelques fois, mais ça a été vraiment très très rare. Moi, c'était surtout un délire à la fois de mégalomanie et de persécution. Alors, à l'époque, j'étais très engagé en politique. Et en fait, j'ai eu des idées mégalomaniaques du genre, c'était pendant les élections présidentielles, donc en 2017, et du genre, je peux gouverner ce pays, etc. Alors que, voilà, c'est des idées de grandeur, en fait, si vous voulez. Et puis en même temps de persécution, c'est-à-dire vu qu'on se sent important, et ben on se sent espionné, on se sent persécuté, on accumule les preuves d'un complot qui pourrait se tourner contre nous, des choses comme ça. Donc moi, ça s'est manifesté comme ça. Et malheureusement, ça s'est mal terminé puisque j'ai fait à l'époque une grosse tentative de suicide dans le but de rétablir en gros la paix dans le monde et de faire élire le candidat que je soutenais à l'époque. Donc voilà, ça s'est manifesté comme ça pour moi, cette première grosse crise psychotique. D'accord. Et puis sur le moment, vous aperceviez pas que c'était un espèce de délire, quoi, que vous aviez? Non. Sur le moment, on s'en rend pas compte. Alors ça, c'est typique des grosses crises de schizophrénie. On s'en rend pas compte. Et c'est qu'après coup, une fois qu'on a un peu repris ses esprits et qu'on fait un peu une rétrospection, qu'on a conscience de tout ça et qu'on en a même honte, parce que moi, il m'est arrivé pendant cette période de persécution d'appeler beaucoup les institutions, les partis politiques, les mairies, parce que je pensais que tout le monde m'en voulait. Et du coup, je cherchais à accumuler des preuves pour alimenter mon délire, si vous voulez. Et après coup, c'est vrai qu'on a tendance à regretter un petit peu et à avoir, enfin dans mon cas en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et puis quand est-ce que vous avez... parce que là, je suppose que vous avez trouvé le bon traitement qui fait que maintenant vous êtes stabilisé et tout. Comment ça s'est passé pour trouver ce traitement? Alors, comment dire, par tâtonnement. En fait, j'ai été hospitalisé du coup suite à cette grosse crise psychotique. Et on m'a administré à cette époque-là des antipsychotiques. Donc, c'était la première fois que j'en prenais. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, j'ai petit à petit descendu de ce délire et j'en suis petit à petit sorti. Et donc, j'ai été sous antipsychotique pendant 3 ans. Et là, on vient de changer de molécule simplement parce que celle qu'on m'administrait avant était un petit peu trop sédative et m'empêchait de mener à bien mes activités. D'accord. Maintenant, vous parlez de stabilité, je suis pas totalement stabilisé. Il y a encore des moments où je perds contact avec la réalité.
des moments ce qu'on appelle de déréalisation, où on a l'impression d'être un petit peu dans un film, où on a l'impression que notre corps ne nous appartient pas, ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont résistantes au traitement, malheureusement. D'accord. Et puis, donc vous arrivez quand même à avoir une vie sociale aussi? Alors ça, c'est le plus compliqué. Depuis le début de... Alors ce qui était appelé une dépression, mais qui était en fait donc des symptômes négatifs. Donc ça, c'était en 2013 que ça a commencé. J'ai perdu petit à petit ma vie sociale. Et je me suis replié de plus en plus jusqu'à me recroqueviller simplement au sein de la famille. Donc j'ai des amis avec lesquels je ne suis plus en contact, mais je sais qu'ils sont là et qui répondent en présent si jamais je renouvelle le contact. C'est juste que je me suis tellement replié, j'ai tellement fermé les portes. Dans la schizophrénie, il y a ce qu'on appelle le repli autistique, qui est très très important. On s'enferme dans une bulle en fait de laquelle on n'arrive pas à sortir, une bulle à la fois de pensée, puisqu'on est pris dans ses propres pensées, on n'arrive pas à en sortir, et puis un hermétisme à la vie sociale, quoi. Oui, j'ai déjà entendu ce terme repli autistique pour la schizophrénie. Mais, ouais. Alors après, vous voyez, à tous les interviews que je fais là, tous les témoignages, je pose souvent les questions de la vie sociale, je pose souvent les mêmes questions parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de voir évoluer le regard des autres et tout par rapport à toutes les maladies, puis là, donc, en particulier la schizophrénie en ce moment. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme je disais à un autre témoignage, la schizophrénie, je trouve que c'est très mal vu, et puis c'est encore très en retard par rapport à ça, au regard des autres, tout ça, c'est resté comme dans le temps, quoi. Les gens se disent qu'un schizophrène, c'est tout simplement un fou, alors que c'est une maladie mentale, et puis que c'est la faute à personne, quoi. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et donc les gens restent là-dessus, et je m'en suis aperçue que je faisais bien de faire l'émission parce que j'ai cherché un petit peu sur des groupes comme ça s'il y avait des témoignages, hein, donc et puis des groupes ouverts à tout le monde au cas où, et il y en a qui se sont moqués sur ces groupes directement, qu'on fait toutes sortes de moqueries, et donc là je me suis dit c'est vrai qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que là c'est encore vraiment ouais. Et donc, autour de vous, tout le monde sait que vous souffrez de cette maladie-là? Alors, non, tout le monde ne le sait pas, puisque le diagnostic, en fait, a été assez récent. Il a été posé il y a à peu près 6 mois par les 3 médecins qui me suivent. C'est toujours compliqué de poser un diagnostic, et avant de poser un diagnostic de schizophrénie, il faut souvent beaucoup de temps. Donc moi là je suis dans la phase encore d'acceptation. J'en ai parlé à mes proches bien sûr, qui ont accepté le traitement. Moi j'accepte le traitement aussi. Mais voilà, mais la plupart de mes amis, voilà, je suis plus beaucoup en contact avec eux, mais la plupart des gens que je fréquente en tout cas ne sont pas au courant. Et je ne le crie pas non plus sur tous les toits. Vous voyez, par exemple, là, j'étais à la recherche d'un appartement. Les propriétaires me posent la question, sachant que je touche l'allocation adulte handicapé, de quoi est-ce que vous souffrez? J'évite de répondre de schizophrénie, parce que c'est quelque chose qui est très, très stigmatisé, et en général qui fait peur aux gens. Oui, parce qu'il va se dire, il va casser tout dans l'appartement, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez répondu quoi, alors? En général, je réponds que je souffre de troubles de l'humeur, tendance dépressive. Je mets plus en avant ça que le côté psychotique, puisque de toute façon, le côté psychotique, il est assez bien contrôlé par les médicaments. Et que franchement, il y a une espèce de préjugé qui dit que les schizophrènes sont dangereux, qu'ils ont une double personnalité, qu'ils peuvent à tout moment faire acte de violence. Alors qu'en général, les premières victimes, c'est les schizophrènes. C'est pas les voilà. Oui. Mais il paraît qu'en plus, c'est pas du tout un dédoublement de la personnalité, et c'est dans le cerveau, en fait. Hein, la schizophrénie, voilà,
c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau et c'est pour ça qu'avec les molécules bien trouvées, un traitement bien trouvé, eh ben, on arrive à peu près à avoir une vie normale, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas un dédoublement de la personnalité, c'est il y a quelque chose qui pourrait un petit peu y ressembler dans la schizophrénie, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux sentiments contraires ou deux envies contraires au même moment, mais c'est pas du tout un dédoublement de la personnalité, on change pas du tout au tout. C'est juste qu'on peut avoir du mal à prendre une décision ou qu'on peut ressentir voilà, deux sentiments contradictoires au même moment. Mais puis après, la confiance en soi, enfin, on a du mal à être sûr de soi et tout. Je pense après tout ça, après c'est après avoir trouvé je pense que c'est très long déjà à diagnostiquer, quoi, je veux dire. Et puis ça aide pas pour la confiance en soi, quoi. C'est ça, c'est Hein, on devient un peu pessimiste. Enfin voilà. Comment vous arrivez à avoir encore de la force, à être positif quand même, à espérer pour plus tard, voilà. Bah, moi, malheureusement, j'ai ce trouble de l'humeur dépressif qui fait que je suis assez pessimiste, mais j'arrive à me battre quand même. Après, j'avoue qu'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué de garder la tête haute et de garder espoir, parce qu'il y a des moments où on est complètement abattu. Moi, voilà, je viens de passer des vacances en famille, j'ai passé 90% du temps complètement isolé dans ma bulle, à ruminer des idées qui sont un peu obsessionnelles. C'est compliqué de se projeter quand on est dans cette situation-là, mais en même temps, avec une stimulation, avec un bon suivi, avec le bon traitement, il faut arriver à trouver le bon traitement parce que des antipsychotiques, il en existe de toutes sortes et qui sont adaptés à chacune des personnes. Donc parfois il faut 3-4 essais de médicaments avant de trouver le bon. Mais avec un bon traitement, avec un bon soutien, avec un soutien familial, avec un soutien psychiatrique, infirmier ou psychologique, on arrive à se stabiliser. Et moi, par exemple, là, je reprends à nouveau mes recherches d'emploi et en milieu normal, hein, pas en milieu protégé ou en entreprise adaptée, quoi. Je suis tout à fait capable de prétendre à un emploi normal, pas stabilisé. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la schizophrénie, qui sont très cultivées, très intelligents, et puis qui, voilà, les gens pensent que les schizophrènes, c'est voilà le SDF qu'on voit dans la rue qui va souffrir de schizophrénie. Enfin, moi, je vois les regards, c'est à peu près ça, hein. Les gens stigmatisent ça en se disant, c'est ceux qui sont vraiment au plus bas. Ils pensent pas que c'est dans toutes les classes sociales, que c'est voilà. Après les âges, je pense que là, tous les témoignages que j'ai eus, c'est à peu près vos âges, hein. Oui, Donc oui, voilà, ouais. oui. Donc. Bah après, dans les âges, c'est tout à fait réparti également. Hein. Oui, oui, là, je pense que c'est. La maladie se déclenche en général entre 18 et 25 ans. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut le plus en témoigner, parce qu'après, aux alentours de 40 ans, la maladie, elle s'estompe un petit peu, si vous voulez. Oui. En tout cas, elle se stabilise. Mais c'est vrai qu'elle touche toutes les classes sociales, que ce soit vraiment les plus pauvres ou les plus aisés, et elle touche toutes les cultures. C'est une maladie qu'on retrouve à peu près on estime la prévalence à 1% de la population, sous toutes les attitudes et sur toutes les tranches d'âge. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a plus de garçons, plus de filles? Ça. Pardon? Est-ce qu'il y a plus de garçons ou plus de filles qui souffrent de la schizophrénie? Il y a un petit peu plus de garçons. Oui, il me semble bien aussi. Après, ça reste des statistiques, hein, mais bon, oui, oui. Ok. Eh bien, écoutez, si vous avez rien d'autre à ajouter, on va devoir se dire... Si j'aurais juste une dernière chose à ajouter. Allez-y. Tout à l'heure, j'écoutais, du coup, en attendant que vous m'appeliez pour l'émission, j'écoutais Radio Sud Besançon et j'ai entendu pas mal de chansons qui font l'apologie de la drogue. Oui. Et je voudrais quand même mettre en garde, notamment avec le cannabis, parce que moi je sais que ça a été un facteur déclenchant pour moi.
mettre en garde vraiment les jeunes auditeurs. Une consommation de cannabis entre 16 et 20 ans, en gros, assez importante ou quotidienne, favorise l'apparition de la schizophrénie. Alors après, c'est pas une des seules causes, il faut être prédisposé génétiquement. Oui, bien sûr, mais l'alcool et la drogue, c'est vrai que ça favorise aussi, oui. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses qui favorisent. Il y a la drogue, il y a aussi une prédisposition génétique, une espèce de fragilité qui fait qu'on peut déclencher ou pas la maladie. Mais c'est vrai que voilà, ça aide pas de se droguer, ça résout pas le problème et puis ça aide pas à avoir les idées claires, quoi. C'est sûr. Non. Même si beaucoup de schizophrènes font un peu d'automédication en consommant des psychotropes. Mais après, ils ont sûrement l'impression sur le moment que ça les aide, mais je pense que peut-être que sur de long terme, c'est peut-être pas... pour eux, la bonne chose, quoi. L'automédication, ça peut soulager sur le moment, mais c'est quelque chose, on le sait. Voilà, c'est comme l'alcool. Ouais. Sur l'alcool, c'est vrai que sur le moment, quand la personne est alcoolisée, peut-être qu'elle entend moins de voix, peut-être qu'elle est mieux, elle se sent mieux, donc elle boit. Mais pour finir, après, c'est un problème qui résout un autre problème, mais ça reste un problème. Et puis voilà, après, ils deviennent alcooliques, et puis ça les enfonce encore plus, quoi, je pense. Donc, il vaut mieux prendre les médicaments qui sont faits pour cette maladie-là que de vouloir s'évader dans l'alcool ou la drogue, quoi. Voilà, exactement. Ok. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres choses à rajouter, on a encore un peu de temps, sinon, ma foi, voilà, vous avez quelque chose à... Non, on a fait le tour, alors? Voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie de votre témoignage, et puis j'espère que ça fera avancer les choses autour de nous, les regards et tout ça, et puis que d'autres personnes, peut-être, qui se demandent ce qu'ils ont, qui sont en période de découverte de la maladie, pourront s'éclairer avec tout ça aussi. Voilà. Voilà, je t'espère aussi. Merci beaucoup, Jules. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dans le sang, il y a un œdème qui me gêne. J'écris amer pour me faire taire de toi à moi. Je ne sais pas aimer, sans pleurs, tordu de peur, se fanent les heures. Je griffe les murs pour me faire les ongles. Je griffe les murs pour me faire les ongles. Las, je suis las de tous ces dîners d'amis. Tout le monde s'embrasse. Quelle
Alors, on est à nouveau sur l'émission Autour du handicap. C'est Magali qui vous parle et on est sur Radio Sud Besançon. Voilà, on est cette fois-ci avec le témoignage de Odile. Alors, bonjour Odile. Bonjour. Alors, Odile, donc vous êtes la maman, vous, d'un enfant qui souffre de schizophrénie. C'est ça? Oui. Oui. Alors, Tout à fait. donc votre enfant est maintenant adulte, hein, il a 33 ans, c'est ça? Oui. Et Oui, donc, il aura 33 ans le 2 janvier. voilà. Et en plus d'être schizophrène, il est IMC, hein, c'est ça? Voilà. Ok, Il est né avec une infirmité motrice cérébrale. d'accord. Donc aujourd'hui, physiquement, il a du mal à marcher, tout ça, mais il marche quand même. Et puis, Oui, tout voilà, à fait. il bouge tous ses membres comme il faut. Oui, il a de grosses douleurs, mais il est très très motivé. Voilà. Des douleurs de spasticité, des choses comme ça, je pense. Non? Voilà, tout à Ouais, fait. ok. Tout à fait. Alors, donc, on va parler un peu plus de sa schizophrénie. Alors, comment que vous en êtes aperçu pour sa schizophrénie? Alors, je m'en suis aperçue en 2015. Si vous voulez, en 2015, j'avais mis ma vie professionnelle de côté et j'ai repris mon fils à domicile parce que ça se passait très mal en psychiatrie. Il était allé dans un centre, infâme, et d'accueil médicalisé et ça s'était mal passé. Donc, il était reparti en psychiatrie et j'ai voulu tenter de le reprendre à domicile. Donc, il est revenu vivre avec nous et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il me disait qu'il entendait des voix dans sa tête et qu'il avait des hallucinations. D'accord. Donc le moindre bruit, lui vivait en bas, nous étions à l'étage, et le moindre bruit pour lui, il montait, il avait peur, qu'est-ce qui t'arrive, peut-être qu'il n'y avait rien, quoi. Et les voix, il me réveillait la nuit, souvent en me disant qu'il entendait donc des voix qui lui disaient des choses pas gentilles, qui lui disaient de se faire du mal à lui-même. Donc il a fait une tentative de suicide à domicile. Donc je suis arrivée à temps. Donc je l'ai refait hospitaliser. J'en ai parlé avec son psychiatre et son psychiatre a mis le diagnostic comme disant qu'il était psychotique et schizophrène. D'accord. Et donc il a essayé de trouver des traitements qui l'ont apaisé. Mais il a souvent des crises auditives et des crises d'hallucination. Voilà. Le visuel, quoi. Hein? Parce que il y en a aussi qui ont des hallucinations olfactives, il y en a, c'est le toucher, enfin, il y a tous les sens qui sont... mais là, c'est plus auditif et visuel. Voilà, Benjamin, c'est plus auditif et visuel. D'accord. Et puis alors après, comment ça s'est déroulé? Vous avez essayé de trouver le bon traitement pour guérir la maladie, enfin pour calmer? Voilà, on a essayé de trouver le bon traitement pour l'apaiser. Donc la psychiatrie est arrivée à un moment, mais ça revenait. Elle a refait un traitement beaucoup plus... là, ça va mieux. Donc là, il est parti en Belgique depuis le 5 juillet. Parce que je n'avais pas trouvé d'endroit en France pour l'accueillir. Oui, c'est le problème. Et qu'en psychiatrie, voilà, psychiatrie, c'était compliqué pour lui, il n'y avait pas la bonne prise en charge. Donc il est parti en Belgique dans un petit centre qui s'appelle le centre Hilaria, où il est très bien. Depuis un mois et demi, il revit, il fait plein d'activités, etc. Il y a eu quand même 2 crises là-bas que le directeur a quand même suggéré, parce que c'est pas toujours facile. Oui. Mais pour le moment, ça se passe assez bien pour lui. Voilà. D'accord. D'ailleurs, nous y allons le week-end prochain. Ok. Vous allez pouvoir le voir assez régulièrement quand même? Oui. Nous le voir et lui retenir aussi à notre domicile. D'accord. C'est le but. D'accord. Après, c'est vrai qu'il a 33 ans, il est grand. Il y a des kilomètres. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est moins difficile que s'il était enfant. Ça se fait toujours un peu enfant. Oui, c'est vrai. Ils ont besoin de leur famille. Oui, bien sûr. Ils ont vraiment besoin de leur famille. Et puis nous, on se fait beaucoup de soucis pour eux, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ok. Et puis... Donc, c'est vrai que c'est très fusionnel. C'est une relation très fusionnelle entre nous. Et puis voilà, il faut prendre le temps, il faut
Est-ce qu'il Faut s'en est beaucoup déjà, écouter. est-ce qu'il s'en est déjà pris à vous ou à quelqu'un d'autre que lui-même? Au Oui, niveau c'est de... déjà arrivé. Oui. Et puis après, il se rend compte, en fait? Oui, il se rend compte, il demande pardon. Mais bon, après, c'est pas une violence extrême, hein, si vous voulez. Oui, Il oui, oui. bouscule les gens. L'agressivité, quoi. C'est surtout quand on se moque de lui ou voilà, c'est pas une crise qui va. Voilà, c'est le jour où il n'est pas bien, il faut le laisser tranquille, quoi. D'accord. Il faut pas le bousculer, il faut pas surtout pas le frustrer. D'accord. Et il avait quel âge alors quand vous avez découvert la maladie, là? Il avait exactement 26 ans. D'accord. Alors, je me rends compte au fil des témoignages que c'est à peu près toujours les mêmes âges, là, de la découverte de la maladie. C'est vrai qu'on dit que c'est quand le cerveau est majeur, en fait, quand il est bien terminé. Je m'aperçois, c'est toujours à peu près ces âges-là. Après, ça doit être, je pense, dans la majorité des cas, mais il y a sûrement des fois où c'est... Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont schizophrènes, donc à mon avis, il doit y avoir des exceptions. Et puis alors, pour le psychiatre, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent pour la suite, pour l'avenir, par rapport à sa schizophrénie, alors? Ben, la psychiatre, elle dit que, enfin, la psychiatre ici en France, elle dit que, elle dit que, de toute façon, il faudra qu'il soit pété. Oh, je me suis bien parlé. C'est pas grave. Borderline. Oui, voilà. d'accord. Donc, les psychotiques aussi, enfin, bref, qu'il aura un traitement à vie. Mais là, en Belgique, si vous voulez, au niveau des soins, c'est totalement différent de la France, quoi. D'accord. Ils soignent autrement, si vous voulez. Voilà. Oui, ils sont en avance autour du handicap, tout ça. Oui, très très en avance. Ils ont un grand respect pour les personnes handicapées. Ils ont une très bonne prise en charge. Après, pas tous les centres non plus. Il faut savoir que maintenant en Belgique, il y a pas mal de centres qui se montent, qui prennent beaucoup trop de monde. Mais il y a des petits centres encore bien sympas, où les Benjamin d'ailleurs, où ils sont 10 résidents et si vous voulez, ils font de l'équithérapie. C'est une grande ferme, c'est très familial, quoi. Et ils sont très occupés, très à l'écoute, très occupés. Et je vois demain, Liège, bon, malgré ces quelques crises d'agressivité, il est beaucoup plus détendu. J'ai l'impression il est heureux, quoi. Voilà. Oui, enfin, quoi. Vous avez trouvé un endroit où il était bien. Voilà, Ouais. même si c'était une décision très très difficile à prendre, parce que j'étais habituée à le voir toutes les semaines, etc. Le prendre aussi à domicile, mais bon, il y a un moment, il faut faire les bons choix pour son enfant, il ne nous appartient pas. Oui. Et voilà, j'ai fait ce choix avec lui, quand il était d'accord, et on ne regrette pas aujourd'hui. Et puis, je reviens toujours à la même question par rapport à tous les témoignages. Je pose cette question par rapport au regard des autres, à votre entourage, au niveau de la schizophrénie, comment ça a été perçu? Disons que mon entourage familial, il a une sœur qui s'occupe beaucoup de lui, il a 2 nièces qui prennent des nouvelles aussi, il a ma grande sœur qui prend aussi des nouvelles. Mes sœurs, une autre de mes sœurs est déjà allée le voir quelques fois. Mais je veux dire, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Tant qu'ils ne le vivent pas, même si c'est quelqu'un de leur famille, leur neveu, leur cousin, ils ne le comprennent pas. Oui, ça reste tabou, en plus. J'en ai beaucoup souffert. Alors, voilà. alors, par rapport à l'IMC, déjà avant, vous avez connu ça, le regard des autres, comme moi je le vois avec mon fils en fauteuil roulant, mais comment, par rapport à la schizophrénie, c'est encore un autre regard, je pense. Hein. Oui, les gens, ils ont plus ou moins peur. Je pense que la schizophrénie fait peur. Après, moi, le regard des gens, c'est vrai que plus jeune, j'en ai souffert. Oui, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je m'en fiche. Mais en fait, on a l'impression qu'on s'en fiche, on a l'impression qu'on s'habitue, mais ça fait mal quand même. Puis ça énerve quand même. Moi, ça m'a fait énormément de mal, mais aujourd'hui, j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça, quoi. Ouais. Je m'en fous complètement, je vous le dis franchement. Ouais. Moi, ça me fait mal par rapport à mon grand, plus pour moi, mais pour mon grand, voilà. Mais bon, après, c'est pas des regards malveillants comme...
c'est pas un regard malveillant qu'on a, nous, comme la schizophrénie, c'est des regards insistants. Mais c'est vrai que la schizophrénie, ça doit être des regards différents encore. Les gens ont peur, se Oui, méfient, on se et pose puis... beaucoup de questions sur cette maladie. Mm. C'est une maladie qui se soigne très bien. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont mariés, il y a des tas de personnes qui sont atteintes de oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est pas grave. C'est des mots difficiles en même temps. Hein, mais... Ouais, de schizophrénie. Il y a des gens qui sont atteints de schizophrénie et qui travaillent, qui ont une vie. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas marqué sur le front, quoi. Mais Oui. ça fait peur quand on en parle, nous, aux gens, en disant, voilà, Benjamin, mon fils, est psychotique, schizophrène. C'est vrai que les gens vous regardent, le regardent. Voilà, ça fait peur. C'est vrai qu'il faut l'admettre. Mm. Mais je veux dire, après, l'IMC, c'est vrai que quand il était plus petit, j'étais très gênée du regard des autres, mais en vieillissant, je suis passée au-dessus de ça. J'en souffre plus. Je m'afflige plus cette souffrance, si vous voulez. Mm. Je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes pour moi. Ah oui, c'est sûr, mais après, c'est des choses qu'on de Benjamin. on contrôle Voilà. pas, on contrôle pas ce qu'on ressent, quoi. Après, c'est ça. Hein. Oui, Mais oui. moi, ça me fait les gens plus sont- mal pour mon grand. Par exemple, je sais pas si je vais dans la cour du collège avec mon fils et puis qu'il y a des copains à lui qui regardent. Ça dépend de la manière qu'ils regardent, mais quelquefois il y a des enfants, voilà. Puis je vois que mon grand a perçu ça et puis ça me fait mal pour lui. Mais voilà, oui, moi, c'est pareil, ça m'a fait mal pour mes filles. Énormément de mal, plus pour mes filles que pour moi-même. Mm. Voilà. Mais c'est Parce comme que ça. Il y a Benjamin, encore. une sœur qui a 2 ans d'écart avec lui. Mm. Ils sont très très proches et très fusionnels. Et puis il a une toute petite sœur qui a 17 ans. Et c'est vrai que Romane, je l'ai plus ressenti avec ma dernière fille qu'avec ma première, parce que comme ils n'avaient pas beaucoup d'écart, voilà. Mm. Mais la dernière, j'ai ressenti, oui, qu'elle était même gênée quand on allait plus jeune. Maintenant, pareil, ça ne fait rien. Elle est contente d'être avec lui, mais plus jeune, c'est vrai qu'à l'adolescence, quand elle avait 13, Oui, c'est les moments difficiles. 14 ans, elle était très gênée d'être avec son frère en ville. Je la voyais qui passait devant, Ben moi, mon fils en a pas honte, mais bon, je me mets à sa place et j'ai peur qu'à un moment donné, ça arrive quand même. Mais pour l'instant, il en a pas, ça se voit, il est un peu gêné des regards, mais c'est pas de la honte non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on va... pas de la honte, mais elle Une avait gêne. croisé justement les copains de collège. Oui. Si vous voulez, elle n'avait pas honte de lui, mais la peur de croiser les copains de collège, et que vous savez très bien que les enfants Oui, entre c'est eux, à ce moment, à cet âge-là, font pas de c'est cadeaux. dur. Je pense que Romane, c'était ça. Mm. C'était Mais plus, bon, plus ça. ça a évolué par rapport à dans le temps, c'est certain, mais il y a encore du chemin à faire sur le regard des autres, et puis d'où ces émissions que je fais pour faire améliorer tous ces regards, quoi, et puis les préjugés qu'on a. Voilà, ben écoutez, si vous avez des choses à rajouter au sujet de cette schizophrénie? Non. Non, nous, on se recevra encore dans une autre émission, hein, on a dit, pour parler de votre bataille à propos des instituts et tout. On en parlera comme il faut dans cette émission. Super. Voilà. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir témoigné par rapport à la schizophrénie. Je vais vous dire quelque chose, c'est que vous allez nous entendre dans votre radio, mais après, derrière, nous sommes invités dans 2 des émissions télévisées. Eh ben, c'est bien. Donc vous serez la première c'est vous qui serez la première à faire les scoops. Eh ben, alors, je suis fière de ça, oui. Ouais. C'est bien. Oui. Donc on pourrait dire qu'on est passé sur votre chaîne radio aussi. Sur Radio Sud Besançon, de toute façon, voilà, qu'on le dira. Hein, oui. On le dira, qu'on vous a quand même, que vous nous avez quand même écouté, parce qu'il y a tellement peu de monde qui nous écoute. Oui. Vous savez, on est dans un combat, on écrit partout. Oui, puis là, avec le Covid, avec le Covid, c'est encore plus difficile. Oui. Non, mais ça date pas d'aujourd'hui, le combat. Hein. Là, on est mais le combat, vous verrez sur la page de Dimitri. Oui, redites-moi voir la page, parce que là, on est encore en train d'enregistrer. Là, dites-moi voir la page pour que les gens entendent. Oui. Soutien à Dimitri Fargette. Soutien à Dimitri Fargette, hein, c'est ça. Voilà. Ok, voilà. Donc ça, ce sera un autre sujet pour une autre émission. Voilà. On en reparlera. Et puis en attendant, pour le sujet de la schizophrénie, ma foi, merci de votre témoignage. Et puis ma foi, j'espère que d'autres mamans, parce que là, pour l'instant, vous êtes la seule maman que j'ai eue. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Ben merci et puis au revoir alors, Odile. Hein. De rien. Oui, merci. Au revoir. De rien. Je suis contente d'avoir témoigné pour vous.
Merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, nous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon, l'émission Autour du handicap. Et on va maintenant parler avec Florent Babillotte. Donc, bonjour Florent. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Alors, Florent, donc, vous avez aussi souffert de schizophrénie, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez nous raconter votre expérience?
Oui, tout à fait. Alors moi j'ai un parcours atypique, puisque je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Puis je suis devenu coach en matière de schizophrénie, puis justement pour me servir de mon expérience, et j'utilise également des techniques de développement personnel, de neurosciences, pour aider les personnes à se stabiliser sur la voie du rétablissement et de la stabilisation. Donc voilà, moi, mon but c'est vraiment d'essayer d'aider les gens. Et c'est vrai que mon parcours est atypique parce que moi j'ai fait mes premières crises à l'âge de 13 ans. Des bouffées délirantes. Donc je voyais il y a à la fois des hallucinations visuelles, auditives. J'ai vu par exemple mon père, j'étais en train de prendre le bus et j'ai cru que mon père était mort. J'ai eu une hallucination visuelle, je voyais mon père mort qui était dans le salon allongé avec une mare de sang. Donc j'ai quitté le bus précipitamment, j'ai fait 2 ou 3 kilomètres en courant pour retourner chez moi. Et là, à ma grande joie, je vois mon père qui prépare le repas. Salut Florent, t'es déjà de retour. Et le lendemain, j'ai cru avoir fait un cauchemar, quoi. Pour vous dire qu'on ne sait plus dans quelle réalité on est. Et donc toutes les expériences que j'ai eues de bouffées délirantes et d'entrer dans la schizophrénie font le coach que je suis devenu aujourd'hui. Ça m'a permis vraiment de grandir, de faire de ma maladie finalement une force, puisque maintenant c'est aussi mon outil de travail quelque part. Et ça me permet d'aider beaucoup de gens, quoi. Donc si on m'avait dit ça, je fais aussi des conférences, j'ai écrit 2 livres. Si on m'avait dit ça il y a encore quelques temps, j'aurais jamais cru, quoi. Oui, c'est un mal pour un bien en fait, comme on dit, hein, ce qui vous est arrivé. Exactement. Je crois beaucoup à la mythologie du phénix. Pour résumer, ce serait ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, voilà. Alors c'est un peu un raccourci, il faut souvent beaucoup de temps, parce qu'il faut le temps de digérer les choses. Il faut le temps de les ingérer, les digérer, il faut le temps de prendre de la distance. Moi, la distanciation, je l'ai prise grâce à l'écriture de mon premier livre, Obscureté, où je raconte ma maladie. Oui. Ça m'a permis de prendre de la distance. Moi, je crois beaucoup en tout ce qui est l'art-thérapie. Je pense qu'il faut avoir au moins un centre d'intérêt ou une passion. Et c'est pas parce qu'on est atteint de cette maladie qu'on peut pas avoir des centres d'intérêt et des passions. Et malheureusement, moi, au tout début, quand le diagnostic est tombé, je me suis interdit d'avoir des passions, des centres d'intérêt, en tout cas pendant 2-3 ans. Où je me disais, ça sert à rien d'essayer de travailler parce que de toutes les façons, tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien de faire du sport parce que tu as cette maladie-là. Ça sert à rien d'avoir une passion parce que tu as cette maladie-là. Je m'interdisais beaucoup de choses jusqu'au jour où j'ai compris en fait que les gens qui sont atteints par cette maladie peuvent faire de belles choses. Parce que j'ai vu qu'il y avait un ancien prix Nobel, par exemple John Fornas qui était atteint de schizophrénie, et puis plein d'autres. Einstein a fait des bouffées délirantes, son fils était atteint de schizophrénie. Il y a plein de gens qui ont réussi des belles choses et qui étaient atteints de maladie psychique d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis dit, attends, ça veut dire que ces gens-là, ils ont changé leur vie et le monde. Donc toi, tu peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux déjà commencer par essayer de changer ta vie. Et ça a vraiment été pour moi un déclic. Parce que pour moi, je pensais qu'on était plus bête que la moyenne quand on avait cette maladie-là. Moi, je me voyais comme quelqu'un d'attardé, en fait. Au contraire, il paraît que c'est l'inverse même. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, la perception que j'avais de moi-même était complètement erronée, la perception de la maladie. Donc quand j'ai commencé à changer de la perception de la maladie, forcément, ma perception de moi a changé. Je me suis autorisé à être dans le mouvement et à être dans l'action. Oui, vous êtes servi de votre malheur pour faire votre bonheur, en fait. Il faut, vous êtes servi de ça pour en faire une force, quoi. Mais comment? Oui, il me semble que Van Gogh aussi, était schizophrène. Oui, il y a Van Gogh, il y a Michel-Ange, j'étais pas mal d'artistes. J'avais une maladie psychique aussi, qui était plutôt autiste Asperger, si j'ai bien compris. Ah oui. Et puis il y a des bipolaires, peut-être, oui. Mais il avait une maladie d'ordre mental. Alors je ne sais plus si c'est bipolaire ou si c'est Asperger, ou si c'est autiste Asperger, vous voyez. Vous mettez dans le doute. Alors il y a des témoignages aussi qui m'ont dit que parfois ça ressemblait un peu à des troubles autistiques, en fait, la schizophrénie. Il y avait un petit peu de troubles autistiques. Il peut y avoir un repli sur soi. Voilà. Oui. Il peut y avoir un fort repli sur soi. J'ai connu ça aussi. Quand j'ai commencé à tomber dans la maladie, je m'autorisais plus à voir mes amis. J'avais coupé les ponts avec beaucoup de monde parce que j'avais honte de la maladie, donc j'étais vraiment en repli. Et c'est vrai que quand ma perception de la maladie a changé, je me suis autorisé à voir des gens. J'ai commencé à plus avoir honte. Quand j'ai publié mon livre, là, Obscureté, je l'ai publié sous mon nom parce que je voulais assumer tout ça, en fait. C'était vraiment important pour moi d'assumer ça, en fait.
Et de ne pas avoir honte, vous n'avez pas de raison d'avoir honte de ça, en fait. Parce qu'en fait, je pense que si les gens ont honte, leur regard va encore moins évoluer parce que les gens, je trouve que c'est pour ça que je fais l'émission, je répète à chaque fois, à chaque témoignage, mais le regard en fait sur la schizophrénie est très mauvais, très en retard par rapport à l'évolution du handicap autour de tout ça. Enfin, ça reste en arrière encore la schizophrénie. Et puis si en fait les gens ont honte de la maladie, ça se ressent et du coup les gens avancent encore moins là-dessus, quoi. Enfin, les gens autour. L'Organisation mondiale de la santé a fait un listing des maladies les plus stigmatisées et donc stigmatisantes. Et effectivement, c'est une des maladies, je crois que c'est une des 3 les plus stigmatisées en fait. Donc forcément, ça joue à la fois sur le regard des gens, mais ça joue aussi sur les personnes soignées qui du coup perdent complètement confiance en eux. J'ai fait des vidéos de coaching là-dessus sur la confiance en soi. Oui. Et la schizophrénie et ce genre de choses, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé et je souhaite ça à personne. Quand le diagnostic est tombé, j'ai complètement perdu confiance en moi, quoi, vraiment. J'avais l'impression que comme si j'étais mort-vivant, en fait, que la fin du monde venait d'être déclarée, en tout cas de mon monde à moi. Bah oui. Et du coup, à cette époque-là, j'ai complètement perdu confiance en moi, tout simplement. Et c'est vrai que le fait que ma perception change, ça a été comme un déclic. C'est vrai que j'ai fait aussi une vidéo sur la perception de la schizophrénie. Et c'est vraiment important pour moi que le regard des gens, il change, en fait. Si vous vous sentez bien dans votre corps et tout, ça se ressent. Et du coup, les gens autour de vous ne vous regardent pas pareil que si vous étiez abattu. Et puis, la schizophrénie, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, déjà, ils disent que c'est un dédoublement de la personnalité, alors que c'est pas ça. C'est ça le problème. Et puis voilà. Et puis pour beaucoup de monde, schizophrénie égale fou, alors qu'en fait, il n'y a pas de fou. C'est des gens qui sont malades. C'est une maladie mentale. C'est ça. Quelqu'un qui souffre de la. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits entre effectivement dédoublement de la personnalité. Il y a des gens qui croient que c'est ça. Il y a beaucoup de séries où on associe la schizophrénie à un meurtrier, par exemple, à un tueur en série, ce genre de choses. Donc forcément, ça n'aide pas du tout la déstigmatisation qu'on essaie de mettre en place avec diverses associations. Et c'est vrai que je fais des conférences aussi pour ça. J'en faisais parce qu'avec le Covid, c'est compliqué maintenant. Mais avant, je faisais beaucoup de conférences et c'est vrai que le but est de déstigmatiser, d'informer, sans être dans le jugement, parce que moi, quand j'étais... oui, quand vous ne savez pas, on jugeait aussi, on est humain. Voilà, exactement, on est humain. Donc du coup, le but, c'est pas d'être dans le jugement, le but, c'est juste d'informer les gens, de mieux les informer, quoi. Oui, pour que les gens sachent et puis pensent autrement après. Voilà, ouais. Exactement, parce que... c'est ce que je voulais dire. Moi, quand j'avais 11-12 ans, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Donc, j'aurais sûrement eu les mêmes a priori que les 3/4 des gens. Et aussi ce que vous entendiez, justement. Nous, quand on est enfant, on répercute ce que les adultes, pas forcément nos parents ou quoi, mais ce qu'on entend en masse, quoi. Bien sûr, on est des éponges, donc on va absorber un peu tout ce que la société nous envoie, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère... oui, voilà. Dans la sphère environnementale, tout simplement, avec les médias, tout ça. Voilà. Alors, en parlant de médias, tiens, oui, vous avez fait des émissions, j'ai vu, hein, vous êtes allé à Ça commence aujourd'hui. Vous avez fait quoi comme autre émission? Il me semble que vous avez fait plusieurs... Je suis resté dans Ça commence aujourd'hui. D'accord. J'ai fait aussi une émission avec Thierry Ardisson. Oh là là, je me souviens plus du nom. Je sais plus. Salut les terriens, voilà. Oui, d'accord. Salut les terriens et puis le magazine de la santé et puis d'autres. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance quelque part aussi, même si j'ai été là chercher ma chance. C'est que si on m'avait dit tout ça il y a plus de 15 ans quand j'ai commencé à être malade, quand ça a été diagnostiqué plutôt, parce que j'ai commencé à être malade à l'âge de 13 ans, mais ça a été diagnostiqué pour moi qu'à 24 ans. Si on m'avait dit tout ce parcours et tout ce que je ferais après, je pense que j'aurais rigolé, j'aurais sûrement pas cru à la base. Donc ça veut dire que si moi j'ai réussi à le faire avec un diagnostic qui a été posé au bout de plus d'une dizaine d'années, puisque moi mes premières crises remontent à l'âge de 13 ans, et comme je le disais, j'ai été diagnostiqué à 24 ans, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour les gens qui sont atteints de cette maladie, parce que plus tôt vous allez être diagnostiqué, plus tôt vous allez pouvoir vous en sortir. Alors justement, pour aider aussi, comment vous avez diagnostiqué, comment on vous a diagnostiqué cette maladie? Alors en fait, moi j'ai fait une crise de bouffée délirante qui était un peu violente. J'ai secoué mon père violemment lors d'un repas de famille parce que j'entendais des voix.
Et donc du coup là ma famille s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Parce qu'avant j'arrivais à les masquer mes crises, à les cacher, c'était très intérieur. C'était une lutte contre moi-même. Oui. Il y a un chapitre dans sur Percé que j'appelle Une voix nommée l'autre qui raconte vraiment ça. Cette lutte intérieure entre d'un côté les voix et de l'autre côté la raison, quoi. Alors je pense que vous conseillez aux gens de pas faire ça, de plutôt en parler, de pas garder pour soi-même. Moi, à l'époque, en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais honte et je ne savais. C'était ma normalité à moi et je n'avais aucune information sur cette maladie-là, donc je ne savais pas ce que c'était et puis j'avais peur d'être pris entre guillemets pour un fou. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu honte et j'en ai pas parlé. Et il a fallu qu'il y ait une crise qui soit plus violente pour que ma famille se rende compte. Mais du coup, moi, je conseille vraiment d'en parler à ses parents, un médecin, voilà, ou un psychiatre ou un psy, peu importe, mais d'en parler à quelqu'un de confiance pour avoir des conseils voilà, adaptés. Et puis du coup si on n'arrive pas, parce que vous en auriez parlé en fait avant que cette grosse crise arrive, je veux dire, vous auriez pu, bon après c'était pas bien grave non plus je pense, mais vous auriez pu éviter ce moment-là, peut-être qu'il reste un mauvais souvenir quand même pour tout le monde. C'est vrai que oui, voilà. Moi, je regrette. Bon, après, je regrette pas parce que ça fait partie de mon parcours. Ça m'a permis d'écrire un livre, et puis même un deuxième et tout ça. Mais si vous voulez, parce qu'on m'a posé la question en conférence, c'était une question assez intéressante. On m'a demandé si c'était à refaire. Est-ce que je changerais quelque chose? Bon, effectivement, j'ai répondu, je changerais rien parce que c'était mon parcours et ça fait l'être humain que je suis devenu aujourd'hui. Mais si j'avais pu éviter quelques crises avant et certains problèmes, oui, je pense qu'il vaut mieux parler le plus tôt possible pour éviter, parce que moi j'ai quand même fait 10 ans sans diagnostic, c'est quand même assez long. Oui. Donc, si on peut éviter ça, je pense que c'est bien quand même de pouvoir l'éviter, quoi. Bah oui. Oui, puis des fois ça peut, sans qu'on le veuille, tourner mal. Par exemple, on sait tous que voilà, c'est juste secouer, mais il trébuche, il tombe sur une table. Enfin, ça peut arriver même sans vraiment de la violence. Alors bon, un coup de malchance et puis. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand j'étais en crise, j'étais à Rennes, parce que moi je suis de Rennes. Et à la base je suis de Rennes, et donc du coup j'étais dans la rue et j'étais pas bien du tout. J'entendais des voix, j'avais des hallucinations, tout ça. Et il y a un groupe de jeunes que j'ai croisés, ils souriaient parce qu'ils rigolaient entre eux. J'ai cru qu'ils se moquaient de moi. Et moi, en passant devant la bande de jeunes, j'en ai poussé un avec l'épaule, mais de façon assez forte. Les jeunes, ils ont un peu râlé, mais ça s'est arrêté là. Et puis moi, j'ai continué mon chemin. Mais je veux dire, ça aurait pu dégénérer, on ne sait jamais. Bah oui. Et c'est vrai que des fois, ça se joue à rien. Parce que moi, c'était vraiment une lutte intérieure. Mais après, ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a très peu de personnes atteintes de schizophrénie qui sont violentes. C'est vraiment des cas rarissimes. Oui. C'est moins de 10%, si vous voulez. Oui, puis ça vient du caractère principal aussi, peut-être. Ça vient du caractère principal aussi. Si la personne est sans schizophrénie déjà un petit peu plus violente, eh ben voilà, ça va accentuer avec la schizophrénie. Oui, ça vient du caractère. De la nature même de la personne déjà à la base, sans que ça puisse être attribué à une maladie en fait. Oui, moi, voilà. Je vais pas comme ça. Oui, et puis donc comment vous auriez pu le faire tomber sur une pierre, enfin voilà, donc oui, mais souvent la schizophrénie, il y a un peu de paranoïa là. Vous m'avez parlé que vous entendiez qu'ils se moquaient de vous souvent. Oui, moi j'ai eu ça, ouais. J'ai eu beaucoup de crises de paranoïa. Je pensais que j'étais suivi, j'étais l'ennemi public numéro 1, j'étais suivi par un professeur, j'étais suivi par la police, j'étais suivi par des agents secrets. C'est quelque chose d'assez récurrent dans cette maladie-là, c'est vraiment les délires de persécution et de paranoïa. Et maintenant, j'emploie des techniques que j'utilise en tant que coach pour les gens que j'aide, qui permettent de... Parce que moi, je vais en complément d'un traitement, bien évidemment, mais en complément, je peux aider des gens grâce à des techniques de développement personnel à justement limiter ces crises, les réduire, voire les enlever. Moi, c'est ce que j'arrive à faire parce que quand j'étais, il y a encore quelques années, quand j'étais très fatigué, même avec le traitement, ça pouvait m'arriver de rentrer dans un endroit et de croire que tout le monde m'observait. Ça durait 10 minutes, 15 minutes, ça dépendait des fois. Et il y avait des fois où c'était un peu violent, et donc du coup, dans ma tête, je quittais les lieux parce que je me sentais pas bien par rapport à tout ça. Et maintenant, grâce aux techniques que j'ai développées et que je me suis approprié, que j'ai d'abord utilisé sur moi, puis sur les personnes que je coach, j'arrive et on arrive vraiment ensemble à diminuer ces moments-là,
par exemple, aujourd'hui, si un jour, par exemple, je suis très fatigué et que il y a des soupçons de paranoïa qui peuvent ressurgir, et ben du coup, je vais arriver à contrôler ça très rapidement en quelques minutes, même pas. Je vais réussir à reformater mon cerveau, en fait. Et du coup, je vais plus quitter l'endroit parce que je vais plus voir l'endroit comme quelque chose de négatif ou de nocif pour moi. Et je vais réussir à être zen, en fait, grâce à différentes techniques de développement personnel et de respiration notamment, à reprendre mes esprits tout simplement. Et c'est ce que j'inculque aux gens que je coach. D'accord. Sur ce type de situation, bien sûr. D'accord. Et on parle aussi de schizophrénie affective. Alors, moi, je me suis posé la question, je pense que beaucoup doivent se la poser. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie affective? C'est souvent, par exemple, si on a un choc émotionnel, ça peut être une rupture, on peut faire une crise ou ce genre de choses. C'est ça, en fait. D'accord, c'est être plus sensible au... C'est quelqu'un, voilà. C'est Oui. déjà une maladie, c'est une maladie qui, de façon globale, on a cette fragilité en nous à la base. Et donc, cette fragilité, cette sensibilité, elle est exacerbée. Alors, la sensibilité, ça peut être un atout, mais quand c'est trop exacerbé, ça peut aussi être une faille. Et donc, c'est vrai qu'en tant que coach, je travaille beaucoup sur ces choses-là, parce que souvent, je coach des gens qui sont hypersensibles, et je le suis aussi. Mais du coup, j'ai appris à gérer tout ça, et c'est ce que j'essaye de faire avec les gens que je coach, c'est les apprendre à mieux gérer leurs émotions. C'est hyper important. Parce qu'une émotion peut être nocive comme elle peut être bénéfique. Ça dépend du degré d'intensité, en fait, et de l'émotion en tant que telle. D'accord. J'ai vu dans l'émission, là, j'ai regardé l'émission, ça commence aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez une femme, et puis des enfants, donc, et puis Alors, ce ne sont pas les miens, mais effectivement. Ah, d'accord, j'ai compris que c'était les vôtres. Après, c'est vos enfants de cœur, quoi. Voilà, c'est pareil. Voilà. Donc, j'ai vu dans l'émission que votre femme, au début, n'était pas au courant de votre maladie, et puis que vous avez mis, je crois, une année avant de lui dire, hein, c'est ça, parce que vous deviez emménager ensemble, ou je sais plus. C'est ça? Exactement, oui. Oui. Oui, parce que, en fait, moi, j'avais peur d'être jugé sur la maladie, même si c'est quelqu'un de très ouvert. Et j'avais aussi peur d'être jugé sur celui que j'étais avant, sachant qu'il y avait une différence qui était énorme entre celui que j'avais été et celui que j'étais au moment où je l'ai rencontré. Donc pour moi, c'était important qu'elle me voie tel que j'étais au moment présent. Et je voulais pas être jugé sur une photographie du passé, mais sur le moment présent, en fait. Et donc du coup, oui, j'ai attendu qu'on aménage ensemble et je lui ai montré un chapitre d'Obscure Clarté pour qu'elle comprenne vraiment de quoi il s'agissait. Donc, c'est le titre de votre livre. Alors, c'est Obscure Clarté. Alors, on peut le trouver où, votre livre? On peut le commander à la FNAC, on peut le commander dans n'importe quelle librairie, normalement. D'accord. Donc, Obscure Clarté, donc de Florent Babillotte. Et puis, comment on peut vous joindre aussi si quelqu'un est atteint de schizophrénie, qui se pose des questions, qui veut peut-être être aiguillé ou alors... par mail. Si vous voulez, je peux vous donner mon mail. Allez-y, allez-y. Alors, de toutes les façons, mon mail, si vous tapez Florent Babillotte sur YouTube, vous allez voir mon mail, mais je vais vous le donner pour les auditeurs. Donc, c'est Babillotte, ça s'écrit BABI2LOTE, .florent@laposte.net. D'accord. Babillotte.florent@laposte.net. D'accord. Et puis donc, après, vous avez un Facebook, vous avez des choses comme ça là pour vous joindre. Sur YouTube, je crois qu'on tape votre nom et puis on tombe sur les émissions et tout. Hein. Oui, alors on tombe sur les émissions, on va tomber sur différentes choses parce que je fais aussi de la musique et du slam, mais on va tomber sur les vidéos de coaching en matière de schizophrénie, on va tomber sur sur les vidéos de slam en musique, sur les conférences, sur certaines émissions de télé aussi, sur tout ça en fait, ouais. D'accord. Oui, j'ai un Facebook, en fait, il suffit de taper mon nom, tout simplement. D'accord, ok. Et puis donc, vous demandez comment que ça se passe quand quelqu'un vous appelle pour faire des séances de coaching avec vous. Qu'est-ce que vous leur demandez comment que ça va se passer au départ? Alors en fait, moi, donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que je pratique par Skype, en visio. Par WhatsApp également, enfin tout ce qui est toutes les technologies qui permettent de voir la personne. Après, il y a des gens qui préfèrent pas être vus, donc on peut aussi faire par téléphone. Mais ce que je demande aux gens dans un premier temps, souvent, c'est de me raconter un peu leur parcours et leur histoire, parce que j'ai besoin de cerner leur personnalité pour faire un bon coaching en fait. Voilà, donc ça. C'est la base qui m'est importante à avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je coach à la fois les familles,
mais aussi les personnes soignées. Parce que les familles souvent sont un peu oubliées par rapport à cette maladie. Et c'est vrai que les familles souvent ont besoin de conseils, ne serait-ce que pour savoir comment réagir, savoir également comment interagir avec la personne soignée, savoir comment anticiper certaines situations, se déculpabiliser également. Donc j'aide aussi beaucoup les familles dans ce travail-là en fait. D'accord. Ok. Parce qu'en plus, les personnes malades ont besoin d'entourage, quoi. Ont besoin d'être entourées. Alors, c'est une alchimie exactement. Et vous savez de quoi vous parlez. C'est une alchimie, tout ça, entre la personne soignée, mais aussi la personne qui aide. Et c'est vrai que la personne qui aide ne sera jamais mieux avec la personne soignée que si elle est bien dans sa peau et dans son corps et dans son esprit. Et donc du coup, des fois, ces personnes-là ont aussi besoin, les familles, d'un peu de coaching pour justement se réapproprier un peu leur corps et leur esprit, parce qu'à force de penser à l'autre, elles peuvent s'oublier un peu et c'est pas forcément bon non plus. Pour la relation, c'est pas forcément bon non plus. Bah oui, bien sûr. D'accord. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur tout ça? Donc vous êtes en train d'écrire le deuxième livre, c'est ça, hein? Alors il y a une suite à Obscurcarté qui est prévue pour l'année prochaine. D'accord. Qui s'appellera? Vous avez déjà un titre, non? Normalement, ça va s'appeler Obscurcarté Résurrection. D'accord. Non, je dis une bêtise. Ça va s'appeler Clarté Obscure Résurrection. Ben, comme ça, les gens pourront retrouver facilement le deuxième, oui, après. Et puis comment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, là, vous avez des vidéos en coaching qui sont sur YouTube, les émissions qu'on peut voir, et puis vous faites des conférences aussi, hein? Voilà, on peut trouver des conférences également sur YouTube. J'en ai fait une, notamment au ministère de la Santé, on peut la trouver également sur YouTube. D'accord, ok. Et puis, si vous avez des choses à rajouter que j'ai pas pensé à dire, profitez-en, parce qu'on arrive bientôt au terme. Là. Oui, mais là je vois pas comme ça. Je pense que c'est non, on a fait le tour. On a fait le tour et je pense que c'est très bien. Non. D'accord. Oui, vous avez raison de pas préparer des questions parce que je pense que vous êtes très très bonne en tout ce qui est en improvisation justement pour suivre en spontanéité. La personne que vous nous interrogez, ouais. Voilà, c'est souvent un défaut aussi, hein, parce que mes amis me disent que je suis trop spontanée, mais des fois c'est une qualité. Mais c'est vrai que dans le cas présent c'est une qualité. Oui, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, c'était vraiment pour aider. Donc j'espère que les gens vont apprécier l'émission, qui sera du coup un peu plus longue que les autres, mais il y a tellement à dire sur la schizophrénie aussi, c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis, ma foi, s'il y a des questions, ils peuvent me les poser sur Magali Cunet, Radio Sud Besançon, ou alors directement vers vous, parce que vous êtes encore plus calé que moi, c'est clair, sur le sujet. Et puis, voilà, j'espère que tout le monde aura apprécié le thème. Et puis, s'il faut, on refera une émission. S'il y a des besoins ultérieurement, d'ici quelques mois, on peut refaire une émission. Voilà, il suffit de m'appeler. Voilà. Eh ben, écoutez, Florent, je vous remercie beaucoup. Et puis, merci à vous, merci pour votre invitation. Oui. Je voulais également savoir si l'émission elle sera diffusée quand. Eh ben là, je vais m'en occuper là dès que je peux. Et puis, elle sera avant la fin de la semaine sur YouTube, si mon ordinateur coopère bien. Parce que des fois, il est vilain avec moi. Je comprends. Voilà. Et à la radio, du coup, elle sera diffusée quand? Eh ben, à la radio, en fait, normalement, elle devait être diffusée lundi, là. Mais du coup, je vais la diffuser dès que je peux, dès que j'ai un trou. Je pense que ce sera peut-être en septembre ou en octobre. Mais voilà, je vais passer l'enregistrement pour que les gens l'écoutent aussi sur Besançon et tout, quoi. Puis sur Internet. Mais je préviendrai, de toute façon. Je mets souvent sur Magali Cunet, Radio Sud Besançon. Pour ceux qui suivent l'émission de radio, c'est là qu'il faut aller pour savoir quand je vais passer quelque chose, quoi. Voilà. D'accord. Vous me tiendrez au courant pour la diffusion de l'émission? Ben, je vous tiens au courant quand ça va sur YouTube et puis quand ça passe à la radio aussi. Oui, voilà, super. Hein? Ok, d'accord. Eh ben, merci. Écoutez, on va dire au revoir aux auditeurs. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté l'émission et à bientôt sur Radio Sud Besançon. Voilà, au revoir.
et leurs fleurs sont carnivores. Et quand leurs monstres crient trop près de la sortie, ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers à 4 heures du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescal masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les poumées se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur crawl. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumées s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka, en se faisant danser jusqu'au dernier mammot. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs maso. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule: viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.